If you talk about $1 million Bitcoin, it can sound silly, but it's really not when you look at total market capitalization and things like that. Basically, I think that this is the best money that humans have, and I think the total adjustable market of money is extraordinarily big. I mean, we're talking tens of trillions of dollars, and I think Bitcoin is going to get a very meaningful percentage of that. Salut les gars, c'est Guillaume de la Blockchain. On se retrouve pour une dernière vidéo autour du livre de Lyn Alden, Broken Money. Alors j'espère qu'elle tombera pas sur cette vidéo parce qu'elle se dira un peu barge quand même, mais elle est toute mignonne là, c'est bon. Alors, dernière partie autour de Bitcoin, cette fois-ci, je vais vraiment mettre en lumière les aspects les plus importants de Bitcoin en fait. Du moins je vais tenter parce que forcément dans un tel livre, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, mais je vais tout simplement m'attarder sur les axes principaux. Voilà. Donc Bitcoin est souvent comparé à l'or, mais avec des caractéristiques uniques et supérieures. Donc décentralisé et transparent, sans intermédiaire centralisé, ce qui confère une grande résilience et une portabilité inédite. Il pourrait transformer non seulement le monde financier, mais aussi des secteurs comme l'énergie et le développement économique. Et ça c'est intéressant d'en parler parce que disons que c'est rarement abordé, comme surtout l'énergie. Donc premièrement, on verra la comparaison entre Bitcoin et les actifs traditionnels, comme l'or notamment. Ensuite, la décentralisation et la souveraineté individuelle offerte par Bitcoin. Et l'effet potentiel de Bitcoin sur le développement économique global. Avant d'aller plus loin, je te laisse la première vidéo qui apparaîtra en haut à droite de l'écran sur le livre, parce que je pense qu'il est nécessaire de voir comment fonctionne le système monétaire avant tout, avant d'aller plus loin avec Bitcoin. On peut s'attarder sur Bitcoin directement, mais c'est beaucoup plus... Je dirais que ça affecte beaucoup plus l'individu quand il a réalisé à quel point on vivait dans un système totalement truqué, quoi, avec le système monétaire. Alors Bitcoin serait comme une fusion de l'or et du système de paiement Fedwire. Fedwire, c'est le système de paiement qui est mis à disposition par la Réserve fédérale américaine auprès des banques qui sont sous le joug de la Réserve fédérale, j'ai envie de dire. Voilà, c'est simplement un moyen de réaliser des transactions financières. Cependant, Bitcoin est décentralisé et open source. On ne peut pas auditer Fedwire, on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe, contrairement à Bitcoin. Et c'est en plus, ce n'est absolument pas décentralisé. D'autre part, Bitcoin donc, est un actif rare limité qui n'est pas une dette. Quand on détient du Bitcoin, il ne s'agit pas de dette envers quelqu'un ou quelqu'un nous doit quelque chose. Non, ce n'est absolument pas le cas. Contrairement, par exemple, à de l'or qu'on va déposer en banque, à partir de là, eh bien, la banque nous doit quelque chose. Donc à partir de là, ça devient a liability, donc une dette. Ça n'existe pas avec Bitcoin. On détient une portion de Bitcoin et ça s'arrête là. On ne doit rien à qui que ce soit et personne ne doit quelque chose. Et en plus de ça, c'est un actif qui peut eh bien, tout simplement parcourir de longues distances, faire le tour du monde en quelques secondes, au pire des cas, plusieurs minutes ou dizaines de minutes, quoi. Avec l'or, c'est pas le cas. Quand on veut transporter des kilos, voire des tonnes d'or, ça prend pas quelques minutes. Et ça n'a jamais été le cas auparavant. C'est totalement inédit. Par ailleurs, ce qui est très puissant lorsqu'on est détenteur de Bitcoin, c'est qu'il nous suffit simplement de mémoriser 12 mots, parfois 16 ou 24 mots, mais en général c'est 12 mots, donc notre clé privée, afin de transporter cette quantité de Bitcoin absolument partout dans le monde. Il nous suffit de mémoriser ça, puis d'aller à la frontière, ou 2 frontières, 6 frontières, 10 frontières, peu importe, et à la fin, tant qu'on n'a pas oublié les 12 mots, eh bien on peut toujours récupérer notre portefeuille. Et ça, c'est totalement inédit aussi. Ça permet d'éviter toutes sortes de frictions. S'il y a des restrictions, des mesures liberticides ou que ce soit, bah, on est tranquille, quoi. Aussi, c'est très difficile d'attaquer le réseau, voire impossible, sans une énergie, une quantité d'énergie phénoménale, parce que le réseau d'ordinateurs qui sécurise l'ensemble eh bien, est totalement décentralisé. On a des nœuds en Russie, aux États-Unis, en Chine, en Afrique, en Europe, bref, partout dans le monde. Donc même si la moitié de la planète explose, le réseau sera probablement, je dirais, ralenti, mais il fonctionnera toujours. Je pense pas que ce serait le cas avec le système bancaire, par exemple. Et aussi, c'est totalement, comme je disais précédemment, transparent, c'est open source. Donc chaque ligne de code, pardon, peut être auditée. On peut vérifier, tout simplement.
C'est d'ailleurs l'adage, un des principaux adages en tout cas, c'est Don't trust, verify. Ne croyez pas, vérifiez. D'autre part, les développeurs peuvent collaborer et proposer des mises à jour, mais jamais ils ne peuvent imposer ces mises à jour auprès des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent accepter ou non, mais il y a pas de, on peut pas push de manière violente, voilà, une mise à jour qui probablement pourrait porter préjudice aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et ce passage page 328 nous informe simplement qu'un individu qui utilise plusieurs sortes d'actifs traditionnels, mais qui utilise aussi Bitcoin, qui détient une portion de Bitcoin dans un portefeuille décentralisé, hardware ou pas Binance, eh bien, est sa propre banque. Donc ça ne l'empêche pas évidemment d'utiliser certains outils, certains instruments financiers qu'on connaît depuis des décennies, voire des siècles, mais grâce à son allocation en Bitcoin, il est en parallèle sa propre banque. Ensuite, page 345, Lynn évoque le fait que Bitcoin a un potentiel d'échelonnage. Je ne dis pas scalabilité, c'est un anglicisme abominable. On dit échelonner ici. Donc on peut échelonner Bitcoin à un tel point que tous les développeurs en fait peuvent greffer leur système de paiement, peuvent greffer leur application, tout ça. Et c'est ce qui est fantastique aussi avec Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Certes, il faut du temps et des efforts pour que le réseau se développe, mais à terme, on pourra avoir un réseau très complet qui répond à toutes sortes de demandes et de besoins. De plus, ici, l'énergie est décrite comme un moyen d'obtenir la vérité, une sorte d'arbitre neutre, impartial, pour s'assurer que la vérité prime. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est utilisée dans une blockchain, en fait, réduit le besoin de gouvernance. Donc plus il y a un besoin, plus l'énergie est nécessaire afin de faire fonctionner la blockchain, plus on se débarrasse de systèmes de gouvernance tyrannique, quoi, j'ai envie de dire. On connaît avec par exemple le Fedwire, le moyen de paiement interbancaire de la réserve fédérale américaine. Donc là, l'énergie prime, ce qui fait que on n'a pas ce besoin, on n'a pas à s'en remettre à une entité centralisée. Petite parenthèse, j'aimerais faire une analogie avec le sport, avec les athlètes. Un athlète qui atteint un haut niveau, on sait qu'il a dépensé énormément d'énergie pour atteindre ce niveau. Il n'y a pas de raccourci possible. Bien sûr, il y a de l'optimisation qui entre en jeu, mais il n'y a pas de triche possible, en supposant qu'il n'y a pas eu de substance utilisée ou quoi que ce soit, bien sûr. Et c'est ça aussi, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est réaliser à quel point c'est juste en fait, c'est légitime, c'est vrai. Alors maintenant, voyons rapidement cette citation d'Alex Glanstein. Alex Glanstein qui en fait décrit en quoi Bitcoin pourrait énormément servir aux personnes habitant dans des zones géographiques reculées qui ont du mal en fait à profiter de leurs ressources. C'est tout simple. Il faudrait simplement utiliser les fermes de minage, les installer près de ces points de ressources, que ce soit de l'eau ou peu importe. Ça peut être turning on sunlight, water or wine. Donc ça peut être donc le vent, l'eau, l'énergie solaire, peu importe. De convertir toutes ces énergies en monnaie, en bitcoin. Pourquoi? Parce que si les autorités locales ou peu importe choisissent plutôt de construire de grosses infrastructures et d'essayer de ramener cette énergie en ville, imaginons qu'il y ait des kilomètres, voire des dizaines et des dizaines de kilomètres entre le point où il y a l'énergie et peut-être le village, eh bien, si ils font ce choix-là, eh bien, quelque part, ce ne sera pas productif, ils vont devoir investir beaucoup d'argent, tout ça, alors que là, grâce aux fermes de minage, eh bien, étant donné que les mineurs cherchent de l'énergie à bas coût, eh bien, ça ne leur posera pas problème en fait de s'installer dans ces zones reculées et d'utiliser cette énergie. Et derrière, les autorités pourraient récolter cet argent pour développer de l'infrastructure et investir dans autre chose. Voilà l'idée, grosso modo. Et enfin, terminons par ce très beau passage qui dénote de la volonté des bitcoiners de façonner un bel avenir
très bel avenir même pour les personnes qui sont encore en difficulté, notamment en Afrique. Des zones, comme je disais il y a un instant, qui sont dotées de plein de ressources, mais qui malheureusement ne peuvent pas en profiter, dû à différents facteurs. Mais avec Bitcoin, il sera tout à fait possible, à un moment donné, de non seulement développer le réseau, là-bas, Bitcoin, mais aussi en profiter et développer tout ce qui va être routes, écoles, hôpitaux, etc. etc. Donc voilà la beauté de Bitcoin aussi, ce n'est pas simplement un instrument financier, c'est aussi la vie en fait, la vie qu'on peut construire autour. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé les passages que j'ai décrits, je te recommande vivement Broken Money. Si tu es en capacité de lire l'anglais, fonce, fonce vraiment. Tu le regretteras pas. Et même si il y a beaucoup de mots, peut-être pas savants, mais des mots assez techniques, personnellement j'ai découvert ou redécouvert 125 mots en lisant. Donc, et pourtant j'ai un bon niveau en anglais. Ça veut rien dire, mais ça en vaut la peine, vraiment. Et j'ajouterai une chose importante, c'est que si j'ai renommé cette série Lynn Alden, la femme qui pourrait te rendre fortuné, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on comprend le système monétaire et lorsqu'on comprend Bitcoin, au bout d'un certain temps, on finit fortuné.